urbaines, il en court dans le monde entier. Des histoires ahurissantes qui se propagent à la vitesse de l'éclair et qui évoluent jusqu'à ce qu'on ne distingue plus le mythe de la réalité. Dans cet épisode intitulé « En un clin d'œil », 3 histoires, 3 revirements soudains du destin. Tout d'abord, une collectionneuse invétérée tombe victime de sa folie de l'accumulation. Ensuite, un DJ du Manitoba disparaît sans laisser de traces. Et pour finir, une étudiante en médecine va amèrement regretter d'avoir cédé à ses camarades. À vous de distinguer les légendes urbaines des terribles faits divers. Vous saurez si vous avez vu juste en fin d'émission. Et tout de suite, notre première histoire, la collectionnite. Lenka Sullivan prend le temps d'apprécier les petits plaisirs de la vie. Elle sait qu'ils peuvent disparaître en un clin d'œil. J'ai bien cru qu'on allait y passer. Nous sommes en 2005. Pour les Sullivan, la retraite ne se passe pas exactement comme prévu. Une étrange obsession a pris possession de Lenka. J'aime les poupées, les petites, les grandes, toutes celles qui me tombent sous la main. Je suis une collectionneuse. Mon mari dit même que c'est pathologique. Lenka alimente son obsession en écumant les brocantes de la région et ses trouvailles s'accumulent. Notre maison est devenue un véritable musée de collections diverses et variées. Mais elle était pleine. On n'avait plus 1 centimètre carré de vide. Les objets avaient pris possession de la maison. Son mari la supplie de libérer un peu d'espace. Je lui ai dit, pas question. Le pauvre, il a dû se faire une raison. Lenka a accumulé plus de 5000 poupées. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Jusqu'à ce jour fatal, juste avant Noël. J'avais une très jolie poupée que je voulais mettre en décoration de Noël. Et je savais exactement où elle se trouvait. C'était au 3e rang sur la droite, à 2 mètres de haut. J'ai essayé de la tirer avec une grande règle, mais ça ne venait pas. Mais Lenka joue avec le feu. Tout d'un coup, tout s'est écroulé. Je suis tombée de mon tabouret et des tas de boîtes se sont abattues sur moi. Je crois que j'ai perdu connaissance. Ralph, le mari de Lenka, met près d'1 heure à s'apercevoir de la disparition de sa femme. Il la retrouve sous une montagne de jouets et se précipite à son secours. Mais cette étrange histoire n'est pas terminée. Lenka et Ralph sont maintenant ensevelis sous un monceau de poupées et personne n'entend leurs appels au secours. Pendant près de 2 jours, leur disparition passe inaperçue. Les voisins se sont aperçus que les journaux s'accumulaient devant la porte et ils n'avaient pas entendu parler d'un projet de vacances. Ils ont fini par m'appeler. Évidemment, j'étais assez inquiet. Jérémy appelle alors ses parents. Normalement, quand on laisse un message, ils rappellent tout de suite. Rappelez-moi pour me rassurer. Mais là, au bout d'une journée, rien. Alors j'ai appelé la police. Maman? Personne ne répond. Papa? Maman? Les Sullivan semblent s'être volatilisés. Jérémy finit par retrouver son père sous une énorme pile de cartons. Mais où est passée sa mère? Je l'appelais, mais je ne la voyais nulle part. Elle était complètement cachée. Tu peux bouger? Chose incroyable, ils ont survécu sans nourriture ni eau. Mais ils sont mal en point.
Je ne me rappelle plus du tout de cet instant. Jérémy devait être dans tous ses états. Jérémy a du mal à comprendre ce qui s'est passé. Je m'inquiétais pour leur santé. Ils sont assez âgés et c'est une expérience traumatisante. Ralph et Lenka passent quelques jours à l'hôpital. À leur sortie, Jérémy les installe chez lui. Leur maison est trop dangereuse. Je lui ai dit qu'elle allait devoir se débarrasser de ses poupées. C'était difficile. J'étais très attachée à ma collection. Mais je ne voulais pas qu'il arrive encore une catastrophe. Il faut vider la maison. Jérémy et Ralph s'attaquent à cette tâche vertigineuse. Je ne savais pas comment nous débarrasser de tout ça. Mais une surprise les attend au bout du tunnel. J'ai un ami antiquaire. Il s'intéresse à différentes choses comme les poupées, les objets vintage des années 60 par exemple. Il est venu voir la collection et il nous a dit qu'elle avait une certaine valeur. Le bric-à-brac de Lenka est un véritable trésor. Je ne pouvais pas y croire. Il m'a dit qu'il avait vendu toute ma collection et que certaines pièces valaient beaucoup d'argent. La vente a rapporté un peu plus d'un demi-million de dollars. Ma mère avait un beau petit pécule. C'était formidable. Pour elle, c'est une nouvelle vie qui commençait. Tu es riche, tu peux voyager. Vous vous rendez compte de ce que vous aviez ? Un couple de retraités survit à un effondrement de cartons de poupées et découvre que la collection qui a failli les tuer vaut une véritable fortune. Est-ce vraiment arrivé? Il faudra attendre la fin de l'épisode pour le savoir. Mais avant, écoutez cette mini-légende. Mini-légende numéro 3791, Mon œil. Dans la Russie des années 70, un petit garçon myope portant des lunettes à verre épais se retrouve dans une bagarre. Il reçoit un coup de poing dans la figure, ses lunettes explosent et du verre pointu s'introduit dans sa cornée. Transporté à l'hôpital, le chirurgien s'aperçoit avec surprise que le verre a raclé la cornée et ce faisant amélioré la vue du garçon. C'est ainsi qu'est née la chirurgie oculaire au laser. Alors vous dites « mon œil » ? En fait, c'est vrai. Et depuis, la chirurgie au laser est devenue un phénomène mondial. Légendes urbaines, ce sont 3 histoires. À vous de décider celles qui sont véritablement arrivées et celles qui sont de simples légendes. Vous venez de voir l'aventure de Lenka Sullivan, enterrée sous une avalanche de pièces de collection avant de découvrir qu'elle valait un demi-million de dollars. Est-ce vrai ou faux? Vous le saurez à la fin de l'épisode. Mais passons à l'histoire suivante. Étreinte fatale. Quentin Tahun est propriétaire d'une boîte de nuit. Des histoires incroyables, il en connaît des tonnes. Mais aucune d'elles n'arrive à la cheville du mystérieux destin d'un DJ surnommé Eduardo Sanchez. Toute la ville en parlait. C'est une histoire trop bizarre. Ce mystère et son terrible dénouement va hanter la ville. C'était un DJ reconnu et la ville bougeait pas mal. Mais une nuit, l'inexplicable s'est produit. On ne disparaît pas sans laisser de traces. Sa disparition va confondre ses amis et sa famille et mettre la police et les enquêteurs sur les dents. En 2002, Eduardo est le DJ qui monte à Winnipeg. Ça marchait bien pour lui, l'avenir lui souriait. Une nuit d'octobre, après une session, Eduardo se détend avec des amis. Il se rend compte qu'il n'a plus de liquide. Il est sorti pour fumer et tirer de l'argent. Il a croisé des amis qui allaient à une fête. Ils l'ont invité à se joindre à lui, mais il a refusé. La suite, Eduardo l'ignore encore. Mais sa disparition va devenir le plus grand mystère que la ville ait connu. Il s'est envolé, comme ça.
Les parents d'Eduardo signalent sa disparition à la police, mais doutent qu'il lui soit arrivé quelque chose. Il n'avait aucun ennemi. Alors où est-il? Est-ce qu'il enchaîne les fêtes? Est-ce une mauvaise plaisanterie? Ou bien lui est-il vraiment arrivé quelque chose? Ses amis ont une explication toute simple. Il travaillait beaucoup. Il disparaissait souvent un jour ou deux. Mais les semaines passent. La police a vérifié ses appels téléphoniques, ses mouvements bancaires, ses comptes Internet. J'enquête sur la disparition d'Eduardo Sanchez. Mais aucune trace du DJ. Ses amis commencent vraiment à s'inquiéter. Tout le réseau s'est mobilisé pour le retrouver. Les DJ ont collé des affiches. Mais la recherche ne donne rien. Des tas de rumeurs ont commencé à circuler. La police décide de fouiller le club. Ils ont retourné tout l'immeuble. Mais la fouille ne donne pas le moindre indice. Qu'a-t-il bien pu arriver à Eduardo? Il s'est évaporé. Un an a passé. Au club, tout est redevenu comme avant, ou presque. On ne fume pas. L'interdiction de fumer dans les lieux publics est entrée en vigueur. Dans le club, l'air est moins enfumé, mais bizarrement, il devient irrespirable. La fumée masquait une odeur pestilentielle. On ne savait pas d'où ça venait, ni ce que c'était. Quelqu'un finit par appeler la police. On pensait qu'un pigeon s'était coincé quelque part. La police veut en avoir le cœur net. Ils avaient des petites caméras qui pouvaient aller un peu partout. Mais les canalisations sont vétustes et pleines d'obstacles. La caméra est tombée dans un trou. Le bijou de technologie est tombé dans le pire endroit possible, derrière une cloison. C'est une cloison en placo devant un mur en béton. L'interstice est inaccessible, mais la police veut récupérer son bien. Elle passe à l'action. Ils ont fait un trou dans le mur. Ils vont y faire une terrible découverte. Le corps d'Eduardo Sanchez. Il était pratiquement momifié. En 14 mois, il s'est complètement desséché. Mais comment est-il arrivé là? Les conclusions de l'autopsie sont formelles. Eduardo n'a pas été assassiné. Il s'est mis tout seul dans cette situation. On pense qu'il s'est faufilé si loin dans l'interstice qu'à un moment, il a eu la respiration coupée et s'est mis à suffoquer. Mais pourquoi se glisser derrière une cloison? Au secours! À l'aide! Est-ce qu'il tentait d'échapper à quelqu'un? On s'est dit qu'il avait dû se droguer ce soir-là, prendre de l'ecstasy. On surnomme l'ecstasy la drogue de l'empathie. Elle donne envie d'embrasser tout le monde. Eduardo recherchait peut-être cette sensation quand il s'est glissé dans cet espace resserré. Je ne sais pas comment ni pourquoi on irait se coincer là-dedans. C'est fou qu'il soit allé aussi loin. Le plus terrible, c'est que cet endroit était loin d'être isolé. Le pire, c'est que cette cloison était derrière une pièce où on se retrouve entre nous pour se détendre. Une pièce où les meilleurs amis d'Eduardo se réfugient entre deux sessions. On était loin de se douter qu'il n'était qu'à quelques centimètres de nous. C'est une histoire qui vous marque à jamais. La disparition du DJ sera restée un mystère jusqu'à ce que ses amis se rendent compte qu'il était juste sous leur nez. Est-ce une histoire vraie? Vous le saurez à la fin de l'épisode. Mais avant, une dernière mini-légende. Mini-légende numéro 5116, lapin zombie. Le chien de Linda Rohn n'est pas très apprécié dans son quartier de Fairfax, en Virginie. Un après-midi, il rapporte le lapin des voisins dans sa gueule. Le petit animal est mort.
Horrifiée, Linda lave le lapin, passe son pelage au sèche-cheveux et le remet discrètement dans son clapier. Quelques heures plus tard, Linda entend des cris venir de la maison mitoyenne. Elle accourt et sa voisine lui apprend alors que le lapin mort et enterré le matin même est réapparu dans sa cage. Cette histoire est-elle véridique ou est-ce un nouveau coup du lapin? C'est complètement faux. Cette légende a fait la une de la presse locale en 1998, mais elle est complètement fausse. Légendes urbaines, ce sont 3 récits incroyables. À vous de distinguer l'ahurissante vérité du canular éhonté. Pour l'instant, on a vu l'histoire de Lenka Sullivan, enterrée sous sa collection de poupées. Et la tragédie du DJ qui s'est momifié derrière une cloison. Fait réel ou légende? Vous le découvrirez dans quelques instants. Mais avant, voici notre dernière histoire. Nous l'avons intitulée « Une histoire raide dingue ». Michelle North est médecin dans le Michigan. Elle se remémore toujours ses études avec plaisir. J'ai adoré l'école de médecine, une expérience complètement nouvelle. Mais un terrible incident l'a pourtant traumatisée à vie. Je me souviendrai toujours de cette sensation, des sueurs froides et de mon cœur qui battait la chamade. Ce conte macabre se situe en 2001. Michelle est alors en première année de médecine et commence les dissections de cadavres. On sait d'avance que les cours d'anatomie sont très difficiles à supporter et qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Chacun se prépare psychologiquement à voir des cadavres étendus dans la salle. Les étudiants sont répartis en binôme pour toute la durée du semestre. 95% du temps, la tête est couverte de bandages pour éviter qu'on se rende compte que ce cadavre est une personne. Mais ça ne fonctionne pas toujours. C'est une expérience morbide. L'odeur, la raideur cadavérique, ça vous déboussole complètement. Et Michelle n'est pas au bout de ses peines. Peu à peu, les étudiants parviennent à contrôler leurs émotions. Ils sont plus à l'aise en présence des cadavres. Surtout le binôme de Michelle. Tom, c'était le bout en train du groupe. Il aimait bien taquiner les autres et moi aussi. Il n'arrêtait pas de me faire des blagues débiles. Je disséquais une artère radiale. Je me suis retournée, pensant voir Tom, et au lieu de ça, j'ai vu un bras blanc et sans vie posé sur mon épaule. La plaisanterie ne fait pas rire Michelle. Ces gens ont fait don de leur corps à la science. C'est un manque de respect à leur égard. Ça suffit. Son sérieux pousse Tom à aller plus loin encore. On disséquait la région de l'aine et pendant que je travaillais, le cadavre a eu une érection. C'est n'importe quoi. Tom avait inséré un cathéter dans les parties génitales de cet homme et il les faisait gonfler avec une pompe. J'ai trouvé ça écœurant. C'était vraiment déplacé. Le reste du groupe trouve la blague excellente. Pour eux, Michelle est trop tendue. Michelle, c'était pour rire. Ils m'ont mis sous pression. On me poussait à participer. J'ai compris que si je voulais faire partie du groupe, il fallait que je montre de quoi j'étais capable. Quelques semaines plus tard, Michelle met son éthique de côté et décide de se joindre aux autres. C'est vrai que c'était drôle. Et c'était chouette de rire avec les autres. Mais elle reste partagée. Une partie de moi restait attachée au sérieux de notre tâche. Je m'amusais et la seconde d'après, je me sentais coupable de faire ce genre de choses. On va bien se marrer? Michelle combat ses réticences pour prendre part à une nouvelle farce, la plus outrancière que les étudiants aient organisée jusqu'ici.
Tom avait imaginé de brancher des électrodes sur l'interrupteur et de les relier à un cadavre. Et quand le gardien a allumé la lumière, le cadavre s'est dressé sur son séant et le gardien a complètement paniqué. Je me sentais coupable, mais en même temps, c'était vraiment marrant. Deux semaines plus tard, Michel arrive en salle de dissection sans se douter de ce qui l'attend. C'était la fin du semestre et on attaquait la dernière partie du corps à disséquer, le visage et la tête. On enlève les bandages et Michel voit alors quelque chose qui lui donne encore à ce jour des cauchemars. C'est pas vrai. J'étais complètement perdue. Mes camarades se doutaient que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à leur dire que cette personne avec laquelle on avait joué pendant tout le semestre, ce cadavre dont on s'était servi pour nos blagues idiotes et dégoûtantes, c'était mon oncle. C'est mon oncle! Il était décédé un mois avant le début des cours d'anatomie. Je me sentais méprisable, je l'avais trahi. J'avais compromis mon intégrité en m'abaissant à faire ces blagues et en plus, je les avais commises sur un être qui m'était cher. Une étudiante cède à la pression de ses pairs et met en scène des plaisanteries morbides sur son propre oncle. Est-ce vraiment arrivé? Vous allez maintenant connaître la vérité sur ces trois récits. Tout d'abord, l'histoire de Lenka Sullivan, qui, victime de sa folie de l'accumulation, manque de périr enterré sous sa collection et découvre ensuite qu'elle vaut des centaines de milliers de dollars. Fait réel ou fiction? Je ne pensais pas qu'une telle chose pouvait m'arriver. Et d'ailleurs, ça ne m'est jamais arrivé. Je m'appelle Zvatka Hermanek et cette histoire est fausse. Il s'agit bien sûr d'une légende urbaine, mais les collectionneurs sont des sujets très populaires dans le folklore d'Internet. Ensuite, c'est la tragédie d'Eduardo Sanchez, un DJ disparu pendant 14 mois, qu'on a retrouvé momifié derrière une cloison. Bonjour, je m'appelle Bruce Owen. Je suis journaliste au Winnipeg Free Press et c'est une histoire vraie. Eh oui, aussi terrifiant que cela puisse paraître, c'est vrai. Et on ne saura jamais ce qu'il faisait derrière cette cloison. Reste la coïncidence extraordinaire de Michel North, qui a fini par participer aux plaisanteries de ses camarades avant de découvrir que le cadavre était son oncle. Est-ce vrai? J'ai fait médecine et je suis bien médecin. Mais cette histoire n'est pas vraie. C'est faux. Un grand nombre de légendes urbaines racontent des histoires de cadavres. Les étudiants en médecine en raffolent, car elles leur permettent de se distancier de leur sujet. C'est la fin de cet épisode. Avez-vous su faire tomber le masque du mensonge pour découvrir la vérité? Sinon, pas de panique, vous aurez l'occasion d'affûter votre jugement lors du prochain épisode de Légendes urbaines.